Scrum Life, la première chaîne YouTube française qui parle d'agilité, sans détour, sans tabou et avec humour. Tous les lundis, 13 h, il y a un live. On répond aux questions du public. On vous attend pour le prochain. Donc voilà, donc comment davantage inciter les équipes Scrum à piloter leurs produits par la valeur? Est-ce que le terme produit serait en cause? Donc après, il y a un peu plus de description. Donc dans Scrum, le terme produit est au cœur du guide. J'ai déjà envie de rebondir là-dessus, parce que j'ai écrit notamment des articles sur le sujet. Enfin oui, clairement, pour moi déjà, Scrum, c'est pour faire du produit. Si vous faites du logiciel sur mesure, qui est quand même un cas de figure assez courant, c'est les software shops, vous avez un client identifié, il vous dit quoi faire et vous voyez avec lui comment on avance, etc. Je ne suis pas en train de dire que c'est forcément du forfait avec un cahier des charges fixé, mais voilà, la personne pour qui on le fait, elle est là et vous donne le feedback et c'est elle qui vous paye. Franchement, quand on fait ça, c'est pas Scrum la meilleure option. Notamment parce qu'on n'a pas besoin de product owner qui risque plutôt de faire un intermédiaire inutile. Voilà, je propose plus des méthodes comme Extreme Programming où on met directement dans la même salle les développeurs, l'utilisateur ou le client, puis ils se débrouillent et ils vont faire un truc génial. Donc oui, clairement, pour moi, Scrum, c'est le produit. Donc, la suite. La valeur ajoutée du produit paraît une évidence. Pourtant, à travers nos différentes discussions, je me rends compte que l'artefact du produit, son incrément logiciel, est davantage représenté que le service qu'il est censé rendre à l'utilisateur. Effectivement, je vois où... c'est Olivier, je crois, qui a rempli la question. Oui, c'est Olivier Farlotti, ce cher Olivier. Oui, donc je vois où tu veux en venir, Olivier. Ok. Est-ce que le terme produit ne pourrait pas être remplacé par service? Après tout, même une application rend des services à son utilisateur. De plus, un service n'enferme pas Scrum dans l'IT puisqu'il est appliqué à présent dans les RH, recrutement, le marketing, etc. Un service peut avoir une valeur ajoutée priorisée, incrémentale, se marie très bien avec le concept de test and learn, etc. Qu'en pensez-vous? Très intéressant. Okay. Effectivement, déjà, sur l'aspect hors de l'IT, alors oui, il y a un truc un peu ambigu, hein, que d'un côté, le Scrum Guide dit clairement, non mais Scrum est utilisé, bon, ils sont assez affirmatifs, hein, ils te vendent le framework, hein, donc ils te disent c'est génial, ils te disent c'est utilisé dans plein de choses, et pas que dans le logiciel, etc. Et c'est certainement vrai. Maintenant, on sent quand même la teinte comme dans le manifeste agile, mais n'oublions pas que le nom complet de ce manifeste agile, c'est un manifeste pour le développement agile de logiciels. Voilà, donc quand on prend un peu de recul, c'est logique que le manifeste agile nous parle de logiciels et que quelque part, dès qu'on commence à l'appliquer à autre chose, c'est certainement pertinent, mais oui, il faudrait l'adapter dans le vocabulaire. Et effectivement, Modern Agile prend déjà de la hauteur sur les concepts et surtout efface complètement ces notions de très logiciel, de livraison par exemple. Donc là-dessus, il y a effectivement des personnes qui ont un peu réécrit le Scrum Guide ou l'explication de Scrum, justement en enlevant toutes ces notions très spécifiques. Voilà, où par exemple, où on parlerait plus d'événements, on parlerait de rendez-vous. C'est juste des moments où les gens ils doivent se retrouver pour échanger de choses, etc. Donc il y a effectivement des nomenclatures différentes qui peuvent être prises et qui aident à généraliser le principe de Scrum. Voilà pour cet aparté. Ensuite, sur le fait que est-ce que service c'est plus pertinent, je trouve ça assez intéressant comme réflexion dans le sens où c'est ouais, comment on revient à ce qu'on génère, c'est bien de la valeur. Voilà. Et c'est pas toujours au travers d'un produit. J'ai envie de vous parler d'Evo, et EVO, ça s'écrit. Alors ça fait maintenant c'est un vieux framework. Ça date, puisque là maintenant aujourd'hui ça s'est un peu calmé. Enfin plutôt on est sur une explosion des frameworks à l'échelle, mais on va dire les frameworks pas à l'échelle, ça s'est un peu calmé. C'est-à-dire qu'effectivement c'est surtout Scrum, Scrum Kanban, même XP est devenu presque un peu confidentiel dans la mise en œuvre. Voilà, on connaît le terme XP pour les pratiques de développement, pas en tant que méthode de développement, en tant que framework, en tant que méthode de gestion de projet. Mais voilà, à une époque, il y en avait plein d'autres. Si on remonte encore 10 ou 20 ans avant, c'est l'époque de Crystal Clear et compagnie. Et il y avait aussi au milieu de tout ça Evo, qui était et qui est assez intéressant par rapport aux autres frameworks, hein, effectivement, comme Scrum, XP, Crystal Clear, RUP, etc. C'est que justement, il a un focus très fort sur la valeur
la valeur qu'on construit pour l'utilisateur. Il recommande par défaut des itérations d'une semaine. Bon, on peut l'adapter, hein. Pas mal de gens le faisaient plutôt en 2 semaines. Ils trouvaient ça aussi un peu short, un peu dur une semaine. Mais déjà, par défaut, le framework, il vous dit non, mais c'est toutes les semaines, on se voit et on crée de la valeur. Ah, déjà, je sais que ça va faire plaisir à certains. Et il y a vraiment cette idée que déjà, ouais, le projet, ce qu'on veut construire, c'est vraiment une valeur qu'on va construire pour l'utilisateur. Et justement, on prend ce recul, c'est-à-dire qu'on ne part pas de l'hypothèse que forcément on va construire quelque chose. C'est ça, hein, pour moi, l'échange que je retrouve dans cette question, c'est parfois pour rendre le service, on n'a pas besoin de construire quelque chose non plus. Enfin, peu importe en fait, tant que le service il est rendu. Un exemple, ça pourrait être, en gros, le produit n'est pas pratique à utiliser. Les gens utilisent mal le produit. Ça peut être un back-office par exemple. Donc en l'occurrence, c'est des clients internes, hein, back-office, on les connaît bien ces gens-là et on voit bien, ils galèrent à utiliser leur back-office, etc. Donc évidemment, donc une approche très constructiviste, on va dire, c'est du coup on va faire un nouveau back-office qui sera plus mieux, qui marchera mieux. Mais en fait, il y a plein d'autres options. Par exemple, on pourrait former ces gens. On pourrait concevoir un programme de formation et puis qu'on déclinerait, qu'on ferait passer aux gens et on verrait si effectivement ils s'en sortent mieux. Et ça se trouve, ça suffirait. Et on est toujours, encore une fois, dans Evo, vraiment dans cette logique très, très, très héroïste. C'est qu'on a un budget qui a été défini. Et en gros, le principe d'une itération, c'est qu'on ne consomme pas plus que X% de ce budget. Et à chaque fois, on voit qu'est-ce que ça nous apporte. Voilà, il y a un ensemble d'artefacts qui existent justement pour faire le suivi budget, etc. Et donc, pour être dans cet exemple-là, potentiellement, d'avoir formé les gens au back-office qui n'est peut-être pas pratique à utiliser, plutôt qui n'est pas intuitif, voilà, sans qu'on t'y ait formé, tu vois pas trop comment utiliser, ça se trouve, ça peut suffire. Et il n'y a pas besoin de refaire le back-office, il suffit peut-être de former les gens à l'utiliser. Voilà, et quand je fais ça, j'ai envie de tirer le trait un peu plus loin, c'est que quand on parle de Lean Startup, quand on parle de MVP, pardon, il faut que je mette l'accent, c'est souvent ça. On est souvent dans cette optique, voilà, on est habitué, on fait du logiciel, donc il faut qu'on fasse du logiciel. Et donc le MVP, c'est toujours synonyme de la première version du logiciel qu'on va construire. Voilà, ou un prototype. Et la frontière est fine avec du coup, c'est du code jetable ou pas, parce qu'on sait quand on fait un prototype, en général, on ne le jette pas vraiment. Et donc, du coup, jusqu'à quel point on fait un truc entre guillemets à l'arrache, parce que c'est censé être un prototype pour apprendre. De l'autre côté, on sait que quand ça marche, on reste dessus. Et en fait, non, le MVP, qui est vraiment une expérience pour apprendre, parfois, et même souvent, très souvent, il n'y a pas besoin de logiciel pour apprendre. Il n'y a pas besoin de construire explicitement quelque chose. J'ai eu un exemple il n'y a pas longtemps qui m'a fait sourire. Je pense que je vais écrire un article là-dessus. J'ai reçu un questionnaire. La personne, elle m'a contacté par Twitter, etc. Elle m'a envoyé un questionnaire. Voilà, en gros, ça s'adressait aux freelances, etc. Alors, il se trouve que peut-être que ça manquait de subtilité, parce que moi, je l'ai déniché direct, j'ai montré à d'autres personnes, ces personnes, elles ont compris le truc. Mais en gros, voilà, le questionnaire, il te pose quelques questions sur le freelancing, et puis finalement, très vite, il t'amène sur... Voilà, et toi, en gros, toi qui fais du développement web, comment tu gères la QA, comment tu gères le test, et puis finalement, ça serait quoi la probabilité que tu aurais de sous-traiter ça à un autre acteur? Est-ce que ça te serait utile, la valeur que tu en tirerais, etc. Donc voilà, bon, moi, c'était un peu gros. Là, je me dis, ok, non, mais le mec, en fait, il fait pas un questionnaire sur des vies de freelance. En vrai, là, il est en train de faire une étude de marché, en fait. Là, il est en train de voir... Hey mec, si j'avais une offre là toute prête qui te vend de la QA, est-ce que tu la prends? On n'est pas là pour parler de est-ce que c'est le bon produit, mais on voit bien, ça c'est un MVP en fait. Ça leur a coûté presque rien. Ils ont fait un Google Forms. Ok, ils ont dû réfléchir pour la formulation, mais on imagine bien qu'on est à des années-lumière de je mets en place toute ma chaîne de build, je fais le code, etc. Il faut aussi une expertise qui va avec. Hein. Ça se trouve, la personne qui l'a fait, c'est un étudiant en école de commerce, etc. Donc quelqu'un qui a cette vision peut-être marcher, approcher les gens, mais pas du tout l'aspect technique pour y arriver. Je ne dis pas qu'il en aurait été incapable, mais aujourd'hui, il n'a pas cette compétence. S'il devait le faire le développement lui-même, il aurait dû l'acquérir, ou alors sinon, il aurait dû payer des gens pour le faire. Voilà, il a pris l'outil, il a fait le truc. Et il a déjà du feedback. Il a déjà un premier feedback qui lui permet de savoir est-ce que c'est n'importe quoi cette idée ou est-ce que ça va déjà dans le bon sens?
Et est-ce qu'on enchaîne du coup sur le MVP suivant pour creuser plus loin, etc. Voilà, je referme cette parenthèse qui était peut-être un peu longue. Et donc oui, est-ce qu'on pourrait remplacer le terme produit par service? Oui, quelque part, ça ferait du sens. Ou en fait, c'est la notion de valeur même. Si on est là pour générer de la valeur à quelqu'un, donc oui, quelque part, rendre service. La différence dans service, c'est que service, on rend service à quelqu'un. Donc là, on est un peu sur aussi la séparation qu'on pourrait faire entre mode projet, mode produit. Oui, quand on travaille pour quelqu'un, on lui rend un service. Quand on construit le produit, fondamentalement, on le construit pour nous-mêmes. Pour aider des gens, mais aussi... Enfin, c'est un peu ambigu. C'est-à-dire que parfois, c'est toujours le même exemple, hein, je veux dire, on met de la pub, c'est pas pour faire plaisir à l'utilisateur quand on met de la pub dans un produit. On lui rend pas service. Un peu peut-être, quand la pub est ciblée. Mais bon, c'est quand même surtout pour qu'on ait de l'argent au passage. Hein, c'est quand même assez peu pour l'aider. Donc là, à qui on rend service? À nous-mêmes. Donc là, quand on est vraiment dans cette approche, on construit le produit, la notion de produit elle fait sens. Donc, mais ça a de la valeur. Hein, concrètement, rajouter de la pub, ça a de la valeur parce que si on ne se fait pas de l'argent avec, on ne va pas pouvoir continuer le développement. Donc, je ne sais pas s'il faut renommer dans le Scrum Guide, mais la réflexion est clairement intéressante. Et peut-être que nuancer ou donner des exemples quand on présente Scrum, c'est assez intéressant. Et donc, comment concrètement, au-delà de cette notion un peu sémantique sur c'est quoi un produit, est-ce que le Scrum Guide aurait pu être mieux écrit, parce qu'il y a une certitude, hein, on peut toujours améliorer les choses, et d'ailleurs régulièrement il sort des nouvelles éditions du Scrum Guide, donc si tu veux Olivier, tu peux soumettre ça au comité qui s'en charge pour la prochaine version. Il y aura certainement des échanges intéressants, je crois que ça fait même un genre de forum où les gens échangent, etc. Donc, comment davantage inciter les équipes Scrum à piloter leurs produits par la valeur? Voilà, pour revenir vraiment sur cette question-là, justement, c'est bien ça qu'on doit avoir à tous les instants. Vendredi dernier, l'épisode, c'était Vision Produit. Donc là, on est complètement dans le sujet. Hein. C'est quoi, comment on fait en sorte que ce qu'on fait et ce qu'on construit, ça a de la valeur déjà. Donc là-bas, il y a pas mal d'épisodes. Je viens de citer Vision Produit. Il y avait un autre épisode qui était sur justement comment piloter le produit par l'impact et comment ça devrait se représenter dans les user stories. Ça fait d'ailleurs partie des épisodes que je référençais dans ce Scrum Live sur la vision produit. Voilà, ça c'est des choses qu'on a abordées. Et effectivement, chaque élément de travail qu'on a, technique, fonctionnelle ou autre, il doit expliquer, il doit illustrer c'est quoi l'impact sur le produit ou plus généralement sur le business. Ça marche aussi quand c'est un élément technique. Ça fait partie de mon discours que je tiens tout le temps et je continue de le tenir. En tant que développeur, vous devez être capable d'expliquer au reste du monde, aux product owners en particulier, mais pas que, c'est quoi la valeur, c'est quoi l'impact sur le business de le faire ou de ne pas le faire. Moi, je parle bien de l'impact sur le business. Et de la même manière, oui, sur des éléments fonctionnels, métiers, etc., ça fait partie de la responsabilité du product owner d'expliquer, de le motiver et de le rappeler en permanence. Rappelons une fois, le rôle du product owner, c'est de porter la vision. Donc, porter la vision, c'est pas juste répéter ce qu'on lui a donné d'en haut, hein, c'est aussi la concrétiser en permanence. Là, tu vois, on va faire ça, ça va permettre de faire ça. Et c'est aligné avec la vision, ça nous amène là. Et la priorisation, c'est pareil, elle est alignée avec cette vision. Et quand on fait des compromis, l'instrument de choix, voilà, l'outil qui permet de prendre une décision à notre niveau sans aller demander au patron, c'est justement la vision produit. Donc voilà, déjà, rien que tout cet aspect, c'est-à-dire que c'est con, mais est-ce qu'il a un sens ce produit, quoi? Tout simplement, est-ce qu'il a un sens? Quel est ce sens? Est-ce qu'on l'a tous en tête? Comment on le rappelle? Et comment tout ce qu'on fait est bien aligné avec ce sens qu'on veut avoir. Donc ça, il y a ça. Après, alors ça fait partie des questions que j'avais envisagé qu'on pourrait traiter aujourd'hui. On va juste l'esquisser, mais c'était la question sur des frameworks comme les OKR. Comment ça s'inscrit dans tout ça? Ça s'inscrit exactement là-dedans, en fait. C'est-à-dire que là, concrètement, on te dit, si tu fais de l'OKR, voilà l'objectif que tu dois avoir
Donc on est quand même sur quelque chose qui est dans l'alignement de la vision produit. Et concrètement, ça veut dire ça. Et voilà un indicateur qu'il va falloir faire bouger. Et voilà aussi les chiffres concrets qu'on espère atteindre. Tout ça dans la bonne ambiance, la bonne dynamique. Hein. C'est-à-dire que le but n'est pas de l'atteindre précisément, mais c'est quelque chose pour t'inciter à faire un truc génial. Donc, évidemment, comme tous les outils, il y a une manière de le mettre en place. Donc voilà, ça c'est aussi un outil qui permet d'aller vers la valeur. Ce qu'on fait, c'est aligner avec la vision et on a des outils qui concrétisent cette vision-là, qui explicitent ça veut dire quoi réussir la vision, ça veut dire quoi aller dans le sens de la vision, etc. etc. Après, dès qu'on commence, et là ça va être un peu le deuxième sujet sur c'est quoi des indicateurs qui permettent de mesurer la performance d'un produit, et ces indicateurs-là, il faut les montrer, il faut les voir. On en revient aussi sur le rôle du PO. Porter la vision, porter le produit, c'est aussi montrer les indicateurs. Si on est dans une situation où ce qu'il faut, c'est surtout faire augmenter la base d'utilisateurs, forcément dans les KPI, on va avoir le nombre d'utilisateurs, notre taux d'acquisition, taux de rétention, etc. Il faut les rappeler, quoi. Sprint Review, c'est les trucs qu'on affiche en gros. Dans l'open space, qu'est-ce qu'on va afficher au mur? Non, on n'affiche pas la vélocité, sérieux, on s'en fout, la vélocité. Elle est dans un coin parce que c'est utile, mais c'est juste un outil. Le truc qu'on veut vraiment montrer, c'est ces KPI-là. Et ça, on l'affiche en gros. Alors, où est-ce qu'on en est? Et on la met à jour. Et ça, c'est le rôle du PO, justement, de porter cette vision. C'est aussi montrer les résultats de comment on va vers cette vision, comment on arrive à l'articuler, etc. Éventuellement aidé par d'autres gens, hein, si c'est des chiffres qui nous viennent d'une équipe marketing en support, ils vont l'aider. Mais c'est quand même lui qui a cette initiative et qui emmène tout le monde dans cette dynamique. Donc voilà. Et puis finalement, peut-être toujours l'élément, l'outil le plus ultime pour montrer ça, c'est justement de montrer la valeur de ce qu'on fait. Et ça, le meilleur outil, c'est toujours amener des utilisateurs en sprint review ou amener les développeurs en test utilisateur. Mais voilà, mettre face à face des utilisateurs. Je dis bien utilisateurs. Là, on n'est pas en train de parler d'un client, parce que parfois, on construit quelque chose pour un client qui, lui, ensuite, a d'utilisateurs. Ce n'est pas forcément la même personne, l'utilisateur et le client. Mais vraiment des utilisateurs. Voilà, et là, on le voit vraiment, la valeur qu'ils en retirent, le gain de temps qu'ils en ont, comment ils galèrent aussi avec le produit. Et parce que là, on est dans l'humain, quoi. Là, on n'est plus juste à dire c'est de l'euro, mais on dit non, ça va vraiment changer la vie à des gens qui l'utilisent et leur vie va être mieux, va être plus fluide, ça change tout. Ça reste un des trucs les plus puissants, quoi, quand on les met côte à côte. Ah ouais, en fait, c'est ça. Et là, on arrête d'insulter les utilisateurs quoi, en disant non, mais ils sont cons, ils ne savent pas utiliser le produit. Ben non, ils sont juste en train de mener leur vie normale. Ils n'ont pas été élevés au biberon des applis web comme toi ou je sais pas quoi. Ils ont juste une autre vie en fait. Ils ont d'autres manières de percevoir les choses, d'autres contraintes. Parfois, c'est aussi les contraintes. Effectivement, des gens ils vont utiliser leurs applis sur le terrain, entre guillemets. Je sais pas, encore aujourd'hui, j'ai reçu un colis de la poste. Les gars, ils ont leur appli sur leur téléphone pour scanner, etc. C'est pas la même chose en laboratoire et quand tu es concrètement en train de faire ta livraison, tu galères le truc, juste il y a le soleil, je vois mal, peut-être qu'il aurait fallu avoir plus de contraste, le truc il scanne mal parce que, en plus il galérait à scanner, parce que le papier était dans une pochette plastique. Du coup, il me l'a dit direct, hein, c'est ouais, dès qu'il y a la pochette plastique, le truc il a du mal à scanner, je vais devoir taper le code à la main. Là, on rentre dans les vrais problèmes qui rentrent sur le terrain. Elle est là, la réalité, la vérité et la valeur qu'on construit, quoi. Elle est sur le terrain des vrais utilisateurs. Et donc c'est pas forcément qu'il est débile le mec hein, aussi, hein. C'est juste qu'il est dans un autre contexte d'usage. Le mec il a peut-être pas de raison, on peut imaginer plein de situations. Donc ça vraiment, donc là je suis aussi en train de décliner toute la trousse à outils UX en fait. Et dans cette démarche UX, c'est pas un taf juste du UX designer. L'UX designer évidemment qu'il a beaucoup de valeur, mais parce qu'il a l'expertise. Parce qu'il l'amène dans l'équipe, mais aussi parce qu'il peut emmener tout le monde. Enfin, c'est pas son précaré. Il fera un meilleur travail s'il emmène tout le monde, ou plutôt l'équipe collectivement fera un meilleur travail si on emmène tout le monde dans la démarche UX. Enfin, c'est un problème quand c'est à côté. Il y a des tests utilisateurs, il faut que les devs y viennent, ou à minima qu'ils puissent avoir accès aux vidéos, etc. Il faut qu'ils se l'approprient, et comme je dis, même des trucs beaucoup plus poussés. On fait un design sprint, enfin je veux dire le design sprint, il faut qu'il y ait l'équipe de dev dedans, quoi. Hein. Pas juste les patrons dans leur coin qui font des specs ou je sais pas quoi. Très bien, donc je lis rapidement.
même faire tester à des gens de la boîte qui ne sont pas sur le projet, c'est assez puissant. Alors effectivement, moi j'allais déjà au bout de la chaîne où genre on fait ramener des représentants utilisateurs, voire on accompagne les utilisateurs dans leur vie. Mais effectivement, rien que d'autres personnes de la boîte. Et d'ailleurs, ça fait partie de... Je ne sais pas si vous connaissez le Joel test. Donc Joel comme Joel Spolsky. Si vous ne connaissez pas, ben, je vous informe que c'est quelqu'un qui est assez connu dans le monde du logiciel en général. Il a fait pas mal de choses pour la communauté. Des livres, des produits, etc. Donc quelqu'un de très réputé. Et notamment, il a fait ce qu'on appelle le Joel test. C'est genre 10 points, je crois, ou peut-être 11. C'est des questions, quoi, avec des choses du style, bah, est-ce que vous utilisez le versionning, quoi, est-ce que le code est versionné, etc. Et en gros, à la fin, bah, vous avez un score. Et en gros, qui vous donne une idée du niveau de maturité du développement logiciel, tout simplement, dans l'endroit qu'on examine. Et voilà, il y a même des personnes qui vont dire, non, mais en dessous de 8, je ne vais pas bosser dans cette boîte, quoi. Parce qu'en fait, tu as quand même beaucoup de choses qui sont des choses de base. Hein. Là, j'ai donné l'exemple de le code est versionné. Enfin, c'est vrai qu'aujourd'hui, et en fait, même, il y avait déjà 10, peut-être même sûrement il y a 20 ans, ouais, enfin, les gars qui poussent leur code PHP via FTP, et qui n'ont aucun versionning, bah, ça existait, quoi. Et aujourd'hui, ça existe encore beaucoup moins, heureusement, mais il y a des gens qui travaillent encore à l'arrache comme ça, quoi. Et c'est juste inenvisageable aujourd'hui, quoi. Pas avoir d'interaction continue, de versionning du code, etc. Donc voilà, donc ça répond à ces choses-là. Et parmi toutes ces questions, il y en a une justement, en gros, c'est ça, c'est est-ce que tu sors juste de ton bureau pour aller choper n'importe qui dans le couloir et lui montrer ce que tu fais? Alors soit dans le bureau ou juste au pied de l'immeuble, quoi. Tu sors dans la rue et tu vas faire tester le truc. Ça fait partie des questions qu'ils posent. Et ouais, en fait, c'est pas très dur, en fait. Je veux dire, c'est littéralement, tu sors de ton bureau et tu demandes à n'importe qui. C'est pas très dur. Et pourtant, intellectuellement, ça nous semble très étranger comme concept, quoi. Ça nous semble tellement lointain à mettre en œuvre. Même si, voilà, en réalité, à mettre en place, c'est pas très dur. Bon, sauf parce qu'on est sûrement tous des grands timides dans le développement logiciel. Et du coup, c'est très dur. Mais voilà, c'est... Donc oui, ça fait partie de ça. Donc je vous invite à regarder. Si vous ne connaissez pas encore, vous pouvez vous renseigner sur Joel Spolsky. Il a un blog rempli de bonheur. Et le Joel Test, vous pouvez regarder. Ça vous servira peut-être un jour, je sais pas, vous vous renseignez sur une entreprise ou autre. Vous pouvez leur faire remplir. Ça peut être intéressant. Alors, Nicolas Ploquin nous parle du Lean, évidemment. Et voilà, effectivement, il y a plein d'outils. Oui, le Lean est beaucoup plus piloté. Enfin, je veux dire, c'est intrinsèque dans la culture Lean d'être piloté par des métriques, d'être piloté par du concret, en fait, par du factuel, et aussi de construire de la valeur. C'est vraiment au cœur. Et potentiellement, c'est peut-être une manière aussi de répondre à cette question. Piloter par plus de valeur, c'est peut-être plus s'inspirer plus du Lean. Voilà, il n'y a pas longtemps, on a parlé de value stream mapping. Je suis triste parce qu'au final, j'ai dû dire le mot valeur que une ou deux fois dans tout l'épisode, mis à part le titre value stream mapping. Et non, et le but, c'est bien parce que ce process, il crée de la valeur. Et donc, comment on y arrive? Si vous avez apprécié cette vidéo, mettez un pouce vers le haut. Partagez cette vidéo à d'autres personnes à qui elle pourrait être utile. Et écrivez-nous dans les commentaires pourquoi vous appréciez cette vidéo. Et si vous ne l'avez pas appréciée, écrivez-nous également comment on pourrait l'améliorer. A bientôt pour un prochain live, tous les lundis 13 h.